chez les monarques. Allez, salut, ravi de vous retrouver sur cette autre édition de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Nous sommes en plein cœur de Libreville. Ah oui, Libreville, la capitale du pays de Pierre-Emerick Aubameyang, la capitale du pays de Chanel, la capitale du pays d'Ali Ben Bongo Ondimba, son excellence, le président de la République gabonaise, République sœur et amie au Cameroun. C'est à partir de là que nous allons donc vous déporter vers cet autre numéro de Cameroun Vision qui aura deux destinations, à savoir Libreville et Batoufam. Nous sommes à Libreville au motif de la visite du roi de Fotoni. Fotoni, sympathique village établi à l'ouest du Cameroun et précisément dans le département du Onkam, arrondissement de Banka. Le roi donc de Fotoni qui a décidé d'amorcer, on va dire, sa tournée dans la diaspora pour aller rendre visite, c'est le cas de le préciser, à ses fils et filles établis de par le monde après avoir fait une tournée nationale que vous avez découvert sur Cameroun Vision. Nous étions à Gaoundéré, à Garoua et à Maroua et aujourd'hui la diaspora de Fotoni est donc célébrée et cela commence par Libreville au Gabon. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission pour vous montrer un petit peu à quoi aura ressemblé le Day One et le Day 2 du séjour du roi Fondjo II à Libreville au Gabon avec la grande communauté Grassfield et camerounaise tout court qui lui aura réservé un accueil, j'ai envie de dire, des plus mémorables. Avant que d'y arriver, direction Batoufam pour scruter un petit peu la problématique de l'architecture, des chefferies traditionnelles à l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun peuplé par les peuples Grassfield, justement, par les Bamileke, qui sont réputés pour être les meilleurs conservateurs ou alors qui sont comptés au nombre des meilleurs conservateurs des us et coutumes sur le continent africain et l'architecture de leur chefferie traditionnelle n'en a pas fait abstraction. Ce reportage vous édifie suffisamment là-dessus, c'est maintenant. Situé à 291 km de Douala, 288 de Yaoundé et 25 de Bafoussam, Batoufam est un village établi en pays Bamileke dans la région de l'Ouest Cameroun, département du Konki, arrondissement de Bayanga. Il est encore appelé Tsofap en langue locale. Voici son histoire. Batoufam, c'est Tsofap, qui veut littéralement dire en haut de la concession sacrée. Tse, ça veut dire en haut, et puis Fam, c'est la concession sacrée. Donc Tsofap, en haut de la concession sacrée. Cela vient du fait que le père fondateur de ce royaume était serviteur dans une chefferie voisine qui est Batoufam, et pendant qu'il offrait ses services, il habitait en haut de la concession sacrée de Batoufam. Et on l'avait donc baptisé par le nom de sa concession, donc par l'emplacement géographique de sa concession. Alors il va garder le nom jusqu'à ce qu'il crée même son royaume et toute la population portera donc le nom de la concession du père fondateur. Batoufam, c'est une population résidente de 30 000 habitants environ, repartie dans une quinzaine de quartiers. Et près de 150 000 âmes hors de ses frontières vivant en majorité dans les grandes métropoles que sont Douala, Yaoundé, Bafoussam et à l'étranger. Les populations locales de Batoufam vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, pratiqués autour du plus grand cours d'eau existant ici, où s'est écrit une belle page de l'histoire du village. Chi et Che. Chi, on peut dire, c'est la terre, ou Cha, mais Che, c'est de l'eau. Batoufam n'est pas assez irrigué, mais nous avons quand même plusieurs cours d'eau qui convergent vers un point d'attache qu'on va appeler Ketsok. Ketsok va rentrer plus tard dans les stratégies de défense du territoire. Parce que Ketsok veut littéralement dire n'approchez pas. Et nous l'avons utilisé pour définir, pour empêcher les ennemis d'antan de nous envahir. Batoufam, comme c'est le cas dans tous les villages de l'Ouest Cameroun, s'identifie par un emblème.
Oui, l'emblème de la chefferie, c'est deux instruments de communication. On a la cloche à double gond et la corne du buffle qui était une flûte. L'instrument de double gond, c'est la symbolique du vieillard, c'est-à-dire des confréries, qui est ce qu'il joue quand ils veulent exprimer cette phase culturelle de la confrérie. La cloche à double gond, on l'utilisait pour les événements heureux. Alors lorsqu'on y émettait du son, ce sont des femmes qui vont sortir avec les cris de joie. C'était pour annoncer soit une naissance, soit un mariage et tout autre événement heureux. C'est utilisé par des jeunes pour exprimer la véracité ou bien la force qu'ils ont en eux. A contrario, la flûte faite à base de la corne du buffle, on l'utilisait autant pour moi, pour annoncer les événements malheureux au sein du royaume. Le village pouvait être attaqué, par exemple, ou la chefferie. Là, ce sont les guerriers, les hommes robustes qui sortaient en avant-plan et qui se mettaient à la défensive pour protéger les vulnérables, que sont les femmes et les enfants. La chaufferie en pays bamileke en général, comme c'est le cas ici à Batoufam, est un domaine de plusieurs hectares où réside le roi et sa famille. Elle abrite systématiquement à son entrée une grande cour encore appelée Place Royale, réservée aux rencontres publiques, exhibitions et autres parades festives. Les constructions aux toits coniques ici sont légion. C'est en termes d'habitat la principale caractéristique de la royauté en pays Grassfield. Ce sont des rois ou des notables qui sont autorisés à le faire. Et le roi, c'est la plus grande, la plus haute hiérarchie. Donc dans sa concession, toutes les cases devaient avoir des formes coniques, sans réserve. En calquant sur les anciennes bâtis, sur les anciens bâtis, avec des toits en chambre, qui étaient généralement longs, coniques. Ça nous renvoie encore aujourd'hui avec les éléments modernes comme le zinc, comme la tôle, à vouloir et avoir toujours ce genre de toit, peut-être pour ne pas quitter ce passé conique. Le palais royal chez les Bamileke reste l'architecture traditionnelle la mieux conservée au Cameroun, faisant face aux avancées technologiques qui, dans bien de cas, ont quelque peu rendu les édifices relativement modernes. L'architecture traditionnelle ici de tout temps a évolué selon les positions économiques et sociales, mais aussi les règles qui régissent les us et coutumes du village. Les techniques que vous découvrirez, je pense qu'il y en comptera au moins 3 ou 4. Nous avons des blocs de terre, nous avons les cases dites des hommes riches dans le temps, c'est-à-dire des préfabriqués en bambou. Et nous avons dans ce type de préfabriqués aussi des techniques dignes de femmes pauvres. C'est-à-dire qu'on le fait en bambou, mais c'est la personne qui reste compléter l'étanchéité en complétant avec de la boue. Donc, en joignant donc le bambou et de la terre, du bambou simple ou encore des blocs de terre. Ce sont bien souvent des bâtiments imposants qui se distinguent au premier regard, à travers leurs matériaux majoritairement faits de sculptures en bois dans le somptueux côté décoratif,
est loin d'être sa fonction originelle. Littéralement appelé Mvondre. Mvondre, c'est cette case qui donne l'histoire, la grande histoire, qui dessine la grande histoire de la création de ce royaume, parce que elle nous a permis de comprendre l'histoire d'annexion ou bien d'expansion que Nankam, des guerres que Nankam a fait pour gagner du territoire et gagner des hommes. Alors cette case, comme vous avez constaté, les portes sont discrètes, les portes ne sont pas découvertes comme partout ailleurs. C'est comme ça, dans cette position, qu'on a donc dessiné les chartes désormais qui régissent, qui structurent donc l'administration de ce village. La tradition prévoyait quoi pour garder cette architecture traditionnelle? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça disparaît parce qu'on ne faisait rien. Non. Dans nos traditions, on avait des techniques de conservation. Premièrement, pour lutter contre le froid qui attaquait ces piliers, ces matériaux locaux, bois, chaume et autres, il y avait toujours dans la maison un tisonnier, un gros bois qui gardait le feu. Le feu ne pouvait pas s'éteindre. Le feu était à l'intérieur 24 heures sur 24. Quand ce tisonnier voulait finir, on mettait un autre. Ça créait donc une certaine ambiance à l'intérieur. Cette température faisait donc en sorte que la maison soit constamment réchauffée. Et quand la maison est réchauffée, c'est difficile que les termites attaquent. Les termites aiment l'humidité. Les champignons, les moisissures ne pouvaient pas attaquer. Donc il y a cet aspect-là. Au niveau aussi de la conservation, le transfert des techniques, on avait les lignées des architectes. Mais aujourd'hui, qui n'existent plus malheureusement. On avait des familles des architectes qui formaient leur descendance et ces derniers, on les transmettait les techniques de construction, par exemple, en ce qui concerne l'Ouest Cameroun. Et entre autres, on avait aussi des sculpteurs qui intervenaient. Le palais royal Batoufam est un édifice complexe érigé sous forme de labyrinthe, avec des portes basses qui traduisent à souhait une partie de l'histoire du royaume. Il se trouve dans l'histoire que c'est une dame, qui était la première dame de Nankam, le père fondateur, qui aurait dessiné ce palais, tenant compte donc c'est-à-dire du lendemain du pouvoir de son mari, sentant que ça devait se discuter, sentant que la succession serait menacée, alors elle a dessiné un prototype de palais qui mettait donc chaque chose à sa place, qui protégeait le pouvoir et qui protégeait l'âme de son mari. Ces plans étaient une stratégie de défense. Tout y était placé pour protéger le roi. Par exemple, la troisième cour, ou la deuxième, juste après celle qui nous suit, on l'appelle la cour intermédiaire. Vous allez constater qu'il est possible d'aller dans tous les sens, à gauche, à droite, en avant et en arrière. C'était une stratégie qui permettait de brouiller la direction de l'ennemi. Lorsque ces ennemis arrivaient là-bas, ils ne savaient pas exactement quel chemin prendre pour se retrouver. Et lorsque les portes sont alignées, tel qu'on peut le voir, ça permettait déjà d'éloigner les gardes qui se trouvaient derrière ces portes. Parce que de part et d'autre derrière, il fallait que les gardiens soient cachés, ou alors les soldats. L'ennemi ne devait pas les voir. Et lorsque vous êtes placé ici, vous qui êtes par exemple en face de cette direction, vous avez une vue d'ensemble jusqu'à la cour qu'on va appeler la cour de l'architecture. Par exemple, il vous est impossible de savoir ce qui se trouve à gauche ou à droite. C'est ainsi donc que le roi se trouvait protégé et ça permettait ainsi de garantir sa sécurité dans une certaine mesure. Parlant peut-être des tailles de la porte, les portes étaient relativement basses au fur et à mesure qu'on avançait. Parce que à force d'avancer, vous vous approchez du roi. Et les portes étaient basses pour deux raisons. Premièrement, le soldat devait être de plus en plus caché et protégé. Lorsque l'ennemi arrivait, vous étiez obligé de vous courber. Et quand vous vous courbez, ce qui est sûr, la tête va passer en premier lieu. Et quand la tête passe en premier lieu, c'est le soldat qui vous voit avant que vous ne le voyez. Et là, il peut savoir si vous êtes quelqu'un de la maison ou pas. Si vous êtes un étranger, vous ne serez pas pardonné. On va tout simplement vous trancher la tête. Et le deuxième argument, autant pour moi, qui justifie le fait que les portes soient basses, c'est que à un certain niveau, il faut faire la révérence au roi. On peut l'oublier. On peut l'oublier, on peut s'approcher du roi et oublier de faire cette révérence. Alors, étant donné que les portes sont basses, elles nous obligent à nous courber. Et en se courbant pour passer, si on croise le roi d'une façon à l'improviste par exemple, on se trouve en train de faire la révérence même si on l'avait oublié. On pourrait dire que cette dame est une des architectes, ou alors parce qu'aujourd'hui nous faisons que renforcer ce qu'elle avait commencé.
L'architecture traditionnelle jadis tenait compte de l'organisation sociale. Hommes et femmes n'avaient pas droit au même type de maison. Dans nos traditions, la femme a toujours vécu seule et puis l'homme a toujours vécu seul. Donc, l'homme avait la charge de la protection de la concession, de toute la concession, dont l'entrée était matérialisée par une sorte d'échelle à deux faces, à deux côtés, qu'on appelle tsoko, on appelle le tsoko chez nous. Maintenant, quand on rentre chez la femme, c'est aussi déjà pour l'architecture de la maison, hein, la femme, elle n'a pas droit à la véranda parce qu'elle ne veut pas trop rester dans la cour, ou elle est dans la maison, ou elle est au champ. Batoufam compte pour ainsi dire au nombre des chaufferies s'étend sur le plan architectural et bien d'autres. Le mieux préservé de l'évolution, conservant ses attributs tout en alliant judicieusement tradition et modernité. C'est un réel défi. C'est un réel défi et je pense que la particularité de la chefferie Batoufam, c'est que son roi étant dynamique, il donne le meilleur de lui-même pour que l'aspect traditionnel soit préservé, surtout lorsqu'il s'agit de l'architecture. D'où le dynamisme de l'architecture traditionnelle en Pays-Bas Mileke, qui bien que résilient, n'est pas sans conséquences. Et les conséquences sont de plusieurs ordres. Premièrement, on a une possibilité de perte des techniques de construction architecturale primitives ou alors traditionnelles. Ça, c'est la première conséquence. La seconde conséquence, c'est la disparition des savoir-faire liés à l'architecture traditionnelle autant pour moi, qui pourrait être dans une certaine mesure une source de génération de l'emploi et de l'activité économique en général. Vous savez, si les artisans sculpteurs, par exemple, qui interviennent dans l'architecture traditionnelle Batoufam, ont un marché ou encore les architectes traditionnels qui peuvent intervenir au niveau de la chaume, la fabrication, le tissage des murs à base de bambou ou des raffias. S'ils ne parviennent plus à avoir une part des marchés, ils vont tout simplement se retrouver au chômage. Conséquences qui, fort heureusement, n'ont aucune influence sur la gouvernance locale. En ce qui concerne le rôle, non, parce que le roi va s'arranger à ce que, en ce qui concerne les rites et les coutumes, que cela soit fait dans des cases traditionnelles. Hier, par exemple, je vous ai monté une qui est à l'intérieur de la cour, de l'autre côté. Et à l'intérieur, si vous avez été vigilant, vous avez vu, on a fait des sacrifices et autres. On ne fera pas cela ailleurs, on fera à l'intérieur de ces cases. Le temps pourtant passe et les difficultés autour de cette préservation s'étoffent. Difficultés ayant plusieurs origines avec en tête la culturation. L'exode rural, ou encore l'acculturation n'est pas forcément le simple fait. Il est bien réel à Batoufam. C'est vrai que ça arrive un peu tard. C'est aujourd'hui que nous allons tous à l'école. À ce rythme, on perdrait encore plus. Si les acteurs, c'est-à-dire les gardiens que nous sommes, si nous ne faisons pas attention, le christianisme qui a déjà fêté ses 100 ans, ses 150 ans au Cameroun, a évidemment touché aussi les habitudes, des croyances du peuple Batoufam. Quand on vous dit dans le livre d'Exode que vous n'aurez point d'autre Dieu en dehors de celui qui vous a créé, et que l'homme Bamileke, son Dieu, c'est cet arbre où il verse l'huile et il fait de l'obligation et tout ce que cela comporte, ça devient contradictoire. C'est ainsi que beaucoup ont abandonné leurs valeurs et c'est une guerre qui s'est installée. Parce qu'aujourd'hui, on a deux camps. On a ceux-là qui pensent qu'il faut faire des traditions et ceux qui disent que non, c'est un tas de péchés, il faut abandonner. C'est vraiment difficile. Les difficultés liées à l'acquisition des matériaux ensuite. Aujourd'hui, on a cultivé tous les sols de l'Ouest Cameroun. Cette plante qu'on appelle le chaume va pousser où? C'est un plus possible. Quand vous voulez faire un toit conique avec le chaume, il faut aller dans la Damao. Après, à Fumban, là-bas, les banquines bagno. Et il faut avoir les moyens de transport pour louer un camion, tout un camion qui va porter ça et ramener ici. Et il y a aussi le fait que le matériau local se détériore très rapidement. Il y a les risques avec les termites, par exemple. Les termites vont ronger, il y a l'humidité, il fait tellement frais à l'Ouest Cameroun. Le bois va moisir, le bois va pourrir. La variation constante de la température également est facteur de détérioration de l'architecture traditionnelle. Lorsqu'on a un temps de froid, où la température baisse, après ça remonte en saison sèche, le bois va absorber de l'eau et se dessécher. Ce problème de gonflement et de rétrécissement va créer donc un choc. Il y aura des fissures sur le bois et naturellement, le bois va lâcher et c'est comme ça que les piliers et les poutres. Dans un contexte de mondialisation et d'évolution, pour ne pas dire d'occidentalisation de nos mœurs, il semble capital de savoir prioritairement quels sont les avantages dont regorge ce type d'architecture
Et il est à garantir qu'il y en a en nombre et pas des moindres. L'une des particularités de l'architecture traditionnelle, c'est le fait qu'on n'a pas besoin d'installer ces appareils pour réguler le climat, non. En saison sèche, lorsque vous êtes dans une maison pareille, la tôle est un conducteur de chaleur. Bon, pas seulement de chaleur, un conducteur de température en général. Lorsqu'il fait frais, ça va vous glacer la maison 2 fois plus. Et si ça chauffe, ça va chauffer 2 fois plus. C'est ça le matériau fait. Alors qu'avec le chaume, ce n'est pas le cas. Vous avez l'impression que vous avez la clim à l'intérieur. C'est naturel. Impeccable. De deux, vous n'avez pas besoin de plafond. Lorsqu'il pleut, c'est doux. C'était la bonne architecture. Parce que vous l'avez parcouru, vous avez vu beaucoup dans des livres même coloniaux, l'architecture traditionnelle bamileke ancienne, c'était très beau, très coûteux. Aujourd'hui, on fait des blocs, des parpaings parce qu'on va aller très vite. Au vu de ce que génère ces traditions bien conservées sous d'autres cieux, il y a chez nous de quoi avoir des regrets. On est en train de perdre énormément économiquement parlant. Si la Chine est puissante économiquement, c'est parce qu'elle consomme sa culture. Ça, c'est clair. Vous avez des États en Chine, de ces provinces en Chine qui ne construisent qu'à base de bambous de Chine. Alors économiquement parlant, vous savez ce que ça fait? Chez eux, on importe. C'est-à-dire vous arrivez dans une province qui est tout le Cameroun ici. Les maisons sont construites avec les bambous de Chine. Imaginez ce que ça fait. Chez eux, il y a des hectares et des hectares de bambous de Chine. Pourquoi pas chez nous avec le bambou? Cette tôle que nous importons, ça nous coûte combien au port? Et là, nous avons l'impression que ces matériaux ne durent pas. C'est faux. C'est faux. Parlant de dynamisme, la dynamisme en soi n'est pas un mal. Non. Toute culture est appelée à évoluer. Et lorsqu'on évolue maintenant, il faut plutôt adapter, prendre ce qui est bien. Dans l'adaptation, les Occidentaux ont fabriqué des produits pour conserver le bois. Il est possible, par exemple, le vernis marin. Si j'utilise un vernis marin ici, c'est vrai qu'il coûte cher. Je peux garder ces bois pendant plus de 2 siècles. Aucun insecte ne va passer là. Pourquoi ne pas donc garder notre architecture traditionnelle? Et les Chinois font la même chose. Ils utilisent les bambous de Chine et traquent ces bambous. Une maison peut faire 3 siècles. Vous n'avez pas en tant qu'une termite à attaquer. Et que faire donc pour sauver la situation? Le problème avec les jeunes, c'est que nous sommes dans un système de crise économique. Qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça? C'est ça la difficulté. Il y a de cela quelques années, Majesté avait initié la formation des jeunes ici, en sculpture. On a envoyé quelques jeunes à M. Ibrahim. Mais 2-3 mois après, ils disparaissent. C'est normal, même si c'est moi, je vais partir. La question qui va se poser, je viens faire ça, je gagne quoi? Alors qu'avec ma moto, je peux sortir en une journée, j'ai 2500 très rapidement. C'est ça la question. Il faudrait qu'à un moment, on investisse, qu'on injecte les fonds, qu'on sacrifie de l'argent et qu'on l'État soit même capable de donner 50 000 à ces jeunes qui se forment. Et après, on verra les fruits venir. Avec notre génération, ce n'est pas possible. C'est la future génération qui fera ce travail. Le succès de cette préservation en pays Grassfield en général et à Batoufam en particulier se justifie prioritairement par la cohésion sociale et l'esprit participatif qui anime fils et filles du village, réunis autour d'une dynamique chapeautée par leur monarque, comme quoi ce n'est jamais l'affaire du roi tout seul. Oui, on dirait en gros c'est le peuple. C'est le peuple, comme je l'ai dit, c'est nous qui définissons dans l'architecture par rapport au type de pouvoir que nous voulons monter, que nous voulons mener. Voilà pourquoi le peuple définit, et moi je suis que le gardien, moi je suis que gardien de la place. Mais je fais partie de ce peuple. Donc, en harmonie avec le peuple, nous définissons ensemble, nous travaillons ensemble pour cette architecture, pour qu'elle adhère à l'idéal de la société que nous voulons créer. Toute la chaufferie à l'Ouest Cameroun est un musée à ciel ouvert. Batoufam comptant parmi les mieux agencés et les plus visités du fait des spécificités de son plan, c'est vrai, mais aussi de la variété de ses produits souvenirs, fabrication locale faite de main de maître par 2 artistes et pas des moindres. Auteurs en même temps de tout l'aspect décoratif de l'architecture de cette chaufferie. Eux qui pourtant venus d'ailleurs, sont depuis de dignes fils Batoufam, une belle preuve d'intégration, prônée au plus haut sommet de l'État du Cameroun. Moi je viens de Fumban. Et le chef Batoufam m'a adopté depuis 2004. Donc ça fait 16 ans aujourd'hui que je travaille pour lui dans sa chaufferie. Acteurs principaux donc du volet visuel de la restauration du patrimoine architectural local.
Ces artisans sont à l'origine des sculptures aussi bien présentées sur les bâtisses que dans les galeries d'art de la chaufferie, activité génératrice de revenus qui facilite le quotidien de ces arteurs. Bon, mais je suis marié, j'ai une femme, père de 5 enfants, et vont à l'école. Et j'ai dit que de ça, je n'ai pas un autre métier autre. Parce que là, c'est quelque chose qui paye, je ne peux pas vous mentir. Donc, ce que la galerie nous donne comme revenus, nous utilisons aussi ces revenus-là, soit pour aménager davantage notre chaufferie. Parlons de revenus de la chaufferie. Ce registre possède bien d'autres atouts au nombre desquels des cases de passage pour visiteurs, véritable chef-d'œuvre artisanal constitué de matériaux locaux. Nous sommes ici par exemple dans l'une de nos cases d'hôtes où nous avons essayé de conserver et de mettre en valeur les techniques architecturales en ce qui concerne l'architecture traditionnelle Batoufam. Vous convenez avec moi par exemple qu'en ce qui concerne les murs, au lieu de faire un crépissage à base de matériaux solides tels que le ciment, nous avons plutôt mis en valeur les matériaux locaux, les bambous. Le plafond également est fait à base de bambous de raffia. C'est vrai que le sol, quant à lui, c'est plutôt le contraire. Nous avons utilisé ici le ciment parce que le ciment n'est pas salissant comme la terre crue par exemple. La porte, nous avons utilisé juste des simples planches. On peut évaluer la hauteur à 1,80 m par exemple. Les fenêtres également à partir d'une planche, mais les bordures restent en bambou. En ce qui concerne les meubles, nous avons fait l'effort de garder les meubles locaux. L'armoire par exemple est fabriquée essentiellement en bambou. Il en va de même des tables d'études pour nos clients et également les chaises. Bref, tout est fait à base de bambou, y compris la décoration aussi. Fresques, symboles et autres tabloïds constituent en général les visuels muraux extérieurs de l'architecture typique des chaufferies Bamileke. La partie la plus illustrative à Batoufam étant justement ces cases d'hôtes qui en plus représentent les différentes aires culturelles du Cameroun. Tout ceci accompagné d'un ensemble de cases spécifiques à l'image de celle-ci, où vivent reines, enfants de bas âge et princesses célibataires, mais surtout pas les princes. Ces efforts du roi Swafap et de sa communauté constituent au final l'exemple à suivre par les autres chaufferies qu'importe l'ère culturelle pour la pérennisation de nos us et coutumes chers à notre patrimoine. La petite le jambon. C'est-à-dire que si tout le monde travaille, si tout le monde met la main à la pâte, nous n'aurons pas de pauvres, nous n'aurons pas de différences. Alors, premièrement, il faut que tout le monde travaille, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. On comprend dès lors pourquoi Batoufam est à ce jour l'unique chaufferie du Cameroun à figurer dans le top 20 des meilleures destinations écotouristiques au monde, selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Vive la résilience dans nos institutions traditionnelles, pour que vive le développement de l'Afrique au travers de son patrimoine endogène.